Bonjour à tous. Alors, je viens pour vous parler de ce livre pour le prochain club de la lecture qui aura lieu le dimanche 21 à l'heure habituelle, 19h30 heure de France, 13h30 heure de New York, 10h30 heure de Californie, et puis peu ou prou les mêmes horaires euh, pour les pays de l'Europe. Voilà, donc là, il y avait son premier livre à Édouard Louis qui était En finir avec Eddie Bellegueule. Et là, on nous propose changer, changer méthode d'Édouard Louis, la suite. Alors, ça a été proposé par Patricia. Alors, c'est un livre qui est assez facile à lire, je trouve. On va commencer un petit peu la lecture. Mhm. Ah, alors, c'est un livre qui parle du rejet, qui parle de la honte, qui parle de l'humiliation, qui parle du phénomène des transclasses. Plus un phénomène de transclasse que de transfuge, hein. Euh, Transfuge, le terme utilisé par Annie Ernaux. Là, on a, ouais, voilà, bah, c'est un jeune bah, qui est homosexuel, qui est tout simplement rejeté par son milieu, sa famille. Et il en parlait déjà dans En finir avec Eddie Gueule. Et c'est pour ça que je trouve que ce livre-là, aux éditions Seuil, hein, il est toujours édité aux éditions Seuil, hein, j'ai l'impression, Édouard Louis, fait aussi écho à son premier roman, je trouve. Donc, c'est ça, c'est bien évidemment souvent tous les milieux très masculins ou les milieux pauvres ou les milieux très religieux rejettent, rejettent l'homosexualité ou tout ce qui peut s'apparenter à ça. Donc, ça peut être bien sûr dans les milieux du sport, dans les milieux très religieux, dans les milieux très masculins, comme l'armée, les milieux de sport dits plus masculins. On a ce rejet, on a souvent ce rejet de la différence, et notamment des personnes qui auraient une orientation euh, voilà, pour le même sexe. Voilà. Donc il évoque tout ça. Il parle de tout ça, de ce rejet. Alors bien évidemment, ça existe dans d'autres classes sociales, ça existe aussi chez les riches, mais quand même globalement, on le voit beaucoup plus dans ces milieux-là. Et donc il raconte toute ben, son enfance où il ressentait le rejet, hein. C'est-à-dire que bien sûr, quand il était enfant, il ne savait même pas qu'il était homosexuel, mais il sentait déjà des remarques, on lui faisait des remarques. Ses parents, les copains à l'école, tout le monde lui faisait des remarques. Donc il a senti le rejet depuis son enfance dans un milieu très pauvre dans le nord de la France. Donc on n'est pas au fin fond du nord de la France, mais on est quand même au nord de la France, dans la Somme, du côté d'Amiens, hein. La Somme, c'est un département français. Et au-dessus, vous avez le Nord-Pas-de-Calais. Donc on est en Picardie. Alors, j'ai choisi, il décrit tout ça, et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est aussi tout un processus d'individuation, comme on dirait en psychanalyse. C'est comment j'arrive à pouvoir être moi petit à petit. Alors là, son processus d'individuation, pour moi, il n'est pas encore atteint, si tant est qu'on peut l'atteindre un jour parce que là, il est toujours en opposition, il est dans la contradiction, dans l'opposition avec sa famille, mais il a besoin de passer par là pour pouvoir s'apaiser. Mais ça passe du coup aussi par un rejet de tout ce qu'il a rejeté, donc sa famille, ses copains, son village, pour finalement idéaliser la bourgeoisie. Et c'est là que ça fait très manichéen,
alors il exprime son ressenti, mais c'est très manichéen au sens où il y aurait les gens de son village, sa famille qui comprend rien, qui rejette tout, et puis les bourgeois qui seraient tous très ouverts et tout à fait tolérants. Alors, quand il critique la bourgeoisie, c'est vraiment avec parcimonie, hein, c'est par petites touches. Hein. C'est par exemple quand il est dans un restaurant chic et que oui, l'un des convives ne parle pas très bien à la serveuse, mais il n'ose rien dire. On voit pas beaucoup de critiques hein, du comportement de certains bourgeois, je trouve. Alors, c'est pour ça que moi j'ai choisi euh, un extrait où on voit ce côté un petit peu manichéen et le comportement aussi euh, de la classe bourgeoise qui est très ouverte, mais qui n'a pas forcément conscience des réalités d'une autre classe sociale, je trouve. Alors, je vais commencer la lecture. Donc là, lui, hein, c'est Édouard, c'est lui en fait. Hein, et donc, il a une grande copine, Elena, qui va lui faire découvrir les livres, l'accès à la culture, l'accès aux ressources, qui va le respecter, bien s'exprimer. Voilà. Donc, il veut avoir la vie comme Elena. Euh, avec beaucoup de culture, beaucoup de respect, beaucoup de sorties et tout ça. Et là, donc, petit à petit, il arrive à quitter sa famille et il va souvent chez Elena. Et là, il se retrouve chez Elena avec notamment aussi la sœur d'Elena et la mère d'Elena. Voilà. De toute façon, les retours dans le village étaient devenus presque impossibles avant l'histoire de l'émission de télévision. Depuis les premiers week-ends, quand je rentrais de chez Elena, la situation continuait de se dégrader. J'avais trop changé. Ma vie à Amiens était partout dans mon corps. La présence d'Elena colonisait tous mes mouvements, toutes mes conversations. Donc là, hein, c'est-à-dire, il explique qu'il quitte petit à petit son village et qu'il va de moins en moins souvent voir sa famille d'origine. Mais là, il va y retourner. Un jour, fatalement, dans l'impossibilité de ses retours, est née une rupture. Je dînais avec Elena, sa sœur et ses parents. C'était juste après la fin du lycée et les résultats du baccalauréat, avant mon entrée à l'université. Il y avait les bougies, la table décorée par des fleurs et des petites statues de bronze, la musique classique en fond sonore, la plupart du temps le requiem de Brahms, la musique que le père d'Elena préférait. Ce soir-là, j'arrivais de chez ma mère. J'avais dû rentrer au village quelques jours pour travailler à la boulangerie et gagner un peu d'argent. La sœur d'Elena nous parlait de ses dessins quand Nadia, qui passait derrière moi, m'a demandé: Mais vous fumez, Édouard? Excusez-moi de vous demander, mais j'ai remarqué que vos vêtements sentaient le tabac. Je ne me souviens pas si j'ai rougi. C'était l'odeur des cigarettes de ma mère. La fumée de ces cigarettes avait imprégné le pull que je portais. J'ai dit à Nadia: Non, non, je reviens de chez ma mère et elle fume beaucoup. Murmure du requiem de Brahms, sont des instruments mêlés à nos voix. Nadia a haussé les sourcils. Mais elle ne fume pas à côté de vous, dans la même pièce quand même. J'ai répondu que si, qu'elle fumait un paquet de 30 cigarettes par jour dans la même pièce que moi, depuis ma naissance, que tu l'avais fait aussi pendant des années avant que ma mère ne te chasse, que je n'avais pas de souvenir de mes parents ne fumant pas. Et puis, il y avait en plus mon grand frère et ma grande sœur qui fumaient. Ma mère avait voulu les en empêcher, mais tu répondais que c'était leur choix.
qu'ils en avaient le droit. Oui, aussi, je ne vous l'ai pas dit dans le livre, il s'adresse à son père, hein, aussi, à son père qui est parti, et son père qui l'a rejeté aussi. Mais là, il disait qu'il allait revoir sa mère et c'est que sa mère fumait, toute la famille fumait énormément. Hum, l'expression sur le visage de Nadia s'est transformée. Elle est passée de la surprise à l'indignation, au dégoût. Vous voulez dire que vous avez respiré plus de 100 cigarettes par jour pendant votre enfance dans un espace fermé? J'ai répondu oui. Je n'y avais jamais pensé avant, pendant que j'y vivais avec ma mère. Et toi, il s'adresse toujours à son père, et toi, ça avait été une chose naturelle, une des composantes de l'atmosphère de la maison, autant que la télévision allumée, même quand on ne la regardait pas. Nadia m'a interrogée encore. Vraiment? Et je sentais une colère nouvelle qui montait en moi. J'ai fait oui de la tête. J'avais inhalé toute cette fumée depuis le premier jour de ma vie, et la mère d'Elena a crié: quelle horreur! Vous savez que les enfants qui ont grandi dans le ventre d'une mère fumeuse et qui ont été exposés à la cigarette pendant leur enfance ont beaucoup plus de chances de développer un cancer à l'âge adulte. Moi, je n'aurais jamais infligé ça à mes enfants. Nous avons parlé d'autre chose, mais toute la soirée, la colère a continué à se répandre en moi, sous ma peau. La semaine d'après, quand je suis retournée au village pour travailler et qu'elle a allumé une cigarette, j'ai demandé à ma mère d'aller fumer dehors, dans la cour derrière. Elle m'a regardée comme si j'étais fou et elle m'a dit: il se prend pour qui, le petit con là? Je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est là, quand elle a dit cette phrase, que j'ai tapé du pied contre le sol et j'ai crié: non, tu fumes dehors! Je lui ai dit je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit, qu'elle n'avait pas le droit de faire ça, et elle m'a regardée avec surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi soudainement je considérais comme un problème le fait qu'elle fume à côté de moi. Elle, alors que je n'en avais jamais parlé avant, que pendant 16 ans, cette situation n'avait jamais été un problème. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je lui disais qu'à cause d'elle, à 10 ans, mes poumons étaient déjà empoisonnés. C'est vrai. J'avais lu des articles sur Internet après la conversation avec Nadia. Je lui disais qu'elle était égoïste. Je criais qu'elle était une mauvaise mère, incapable d'élever des enfants. Et il n'y avait pas que ça. J'étais en colère aussi qu'elle m'ait dit petit con. Je n'avais plus l'habitude des phrases comme celle-là. Nadia ne disait jamais des phrases comme ça à ses filles, des phrases qui dans mon fond d'enfance me paraissaient normales. Du jour au lendemain, depuis que je connaissais Elena, me paraissaient violentes, agressives. Je revoyais mon enfance et depuis que je connaissais Elena, je ne distinguais plus qu'un champ de ruines et de violence, comme si j'avais vécu la violence de mon enfance 10 ans après l'avoir vécue. Mais c'est quand j'ai dit à ma mère les mots mauvaise mère qu'elle s'est énervée, qu'elle a hurlé. J'ai élevé 5 gosses. C'est pas toi qui vas me dire comment je dois élever les gosses. Moi, j'ai 5 gosses. Ils sont tous en bonne santé et ils sont bien polis. À part toi maintenant qui te prends pour je sais pas quoi. Mais moi, je ne la laissais pas finir. Je ne voulais pas la laisser finir ses phrases. Je criais: arrête! Je criais: je sais ce que tu vas dire. Arrête! Tu répètes toujours les mêmes phrases, j'en peux plus. Je criais. On dirait que tu connais que 10 phrases et que tu les répètes en boucle. Je la méprisais et je n'arrivais pas à me contrôler. C'est trop tard. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je sentais des larmes qui coulaient sur mes joues en lui parlant. Et pourtant, je n'étais pas triste. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de rage. Je lui disais: à cause de toi, je vais crever, putain! Tu m'as fait respirer ta cigarette pendant toute mon enfance. Tu te rends compte ce que tu m'as fait? Tu m'as détruit, tu as détruit mon corps. En plus de m'avoir jamais rien appris, en plus de m'avoir jamais fait lire de livres ou emmené au musée, à cause de toi,
J'arrive à rien à Amiens. Tu le sais, ça, à cause de toi, je ne sais rien par rapport aux autres à Amiens. À cause de toi, je suis nulle. Et en plus de ça, tu m'as broyé la santé. Je disais des phrases les plus tragiques et les plus blessantes possibles, mais je réfléchissais pas. Je ne choisissais pas de les dire. Elles sortaient de ma bouche sans que j'y réfléchisse. Je disais, de toute façon, tu n'es pas une mère. Tu n'es pas une mère. Tu ne mérites pas d'être une mère. J'aurais tellement aimé que Nadia soit ma mère à ta place. Elle est tellement intelligente et tellement mieux que toi. Pourquoi t'es ma mère et pas elle? Pourquoi je suis tombée dans cette famille? Et c'est là qu'elle a crié, arrête! Elle n'a jamais crié comme ça aussi fort et aussi longtemps. Elle s'est approchée de moi et elle a commencé à me donner des coups de poing. Pas des claques, mais des coups de poing. Elle serrait les poings, elle les lançait vers moi de toutes ses forces, de toute sa rage, sans regarder où elle visait, où elle criait. J'en peux plus de vous tous, j'en peux plus de cette vie de merde. Vous me lâcherez jamais, vous me lâcherez jamais. Je serai jamais heureuse avec des connards comme vous. Et je crierais, et je criais, arrête, arrête de me taper, putain. T'es vraiment qu'une putain d'espèce de folle. Et je criais, je te déteste, je te hais. Je veux pas que tu sois ma mère. Et les larmes, les cris, les larmes, les cris. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, hein, il y a plusieurs gros mots, hein, swear word. Euh, vous avez remarqué les gros mots. Donc là, on voit un petit peu toute la rage. Hein. Bien sûr, comme il fréquente une autre classe sociale qui est complètement différente de la sienne, il voit tout ce qu'il n'a pas eu. Il se rend compte de tout ce qu'il n'a pas eu. Et c'est sa mère qui prend tout, alors que, bien sûr, il y avait aussi le père, il y a aussi tout l'environnement, mais c'est sa mère qui prend tout. Et alors, pourquoi j'ai choisi ces extraits? Parce que on voit deux classes sociales qui s'ignorent complètement, qui ne se comprennent pas. C'est-à-dire que même Nadia, qui est d'une famille bourgeoise d'Amiens, n'arrive même pas du tout à comprendre ce qu'est cette vie, puisqu'elle dit, mais moi, je suis désolée, mais jamais j'aurais fait ça à mes enfants. Donc, on voit qu'elle ne comprend pas du tout quelle est cette vie. Et ça m'a fait vraiment penser au livre de Sama Karaki, Le talent est une fiction, qui montre à quel point euh, les classes sociales supérieures qui disent moi j'ai réussi grâce à mon travail et grâce à mon talent, bon, tout le monde ne le dit pas, mais ne réalisent pas du tout que ce n'est pas grâce à ça, c'est juste parce que ils ont eu l'accès aux ressources pour pouvoir exploiter leur potentiel, développer leur potentiel. Et c'est exactement ça. Et on voit que cette famille bourgeoise ne le voit absolument pas, ça. Et que finalement, des deux côtés, on a une forme d'aveuglement. Et là, il va contre complètement sa classe sociale. Il s'est senti trahi. Bon, ça fait partie de son processus d'individuation. Mais il est complètement aveugle sur le comportement de cette bourgeoisie qui ne voit pas ces réalités et les chances de départ qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce livre. Donc moi cet extrait, pardon. Donc moi j'ai bien aimé ce livre parce que c'est un livre plutôt même si c'est un roman, c'est autobiographique. Comment je fais tout pour me sortir d'une classe sociale qui me rejette et pour comment je fais tout pour m'affirmer et quitte voilà, à avoir des éclats comme ça. Et effectivement, pour grandir, il faut trahir hein, quelque part et on n'a pas besoin forcément de changer de classe sociale pour ça, mais pour grandir, il faut un peu trahir. Il faut savoir trahir ses parents. Alors trahir, hein, entendons-nous bien, qu'est-ce que ça veut dire? Mais
Si on veut faire que plaisir à ses parents ou on n'est que dans l'opposition à ses parents, on ne grandit pas. Donc, comment je me trouve, comment je suis moi, comment je m'individualise ou comment je deviens un individu, le processus d'individuation. Donc, ça parle de tout ça, mais à la fin du livre, l'individuation n'est pas encore là, mais en tout cas, il a commencé à prendre le chemin. Voilà, donc il reste encore 2 places pour le club de lecture du dimanche 21 avril, donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message et avec plaisir. Donc, hein, il faut quand même avoir un bon niveau pour participer, mais si vous comprenez tout ce que je dis, c'est que vous avez un bon niveau. Voilà, eh bien, je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne lecture et peut-être au plaisir de vous retrouver le dimanche 21 avril. Au revoir, salut!